Ruthless aggression. Bonjour à tous les catcheux, les catchix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série, notre toute nouvelle série sur la Ruthless Aggression. Donc on regarde les shows de cette époque-là, des années donc 2002, avec bien sûr toujours accompagné de Monsieur Énigmatique Enigma. Non, énigmatique. Lunatique Enigma, pardon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, salut tout le monde, hein. Du coup, deuxième épisode de la série Ruthless Aggression. Et, et aujourd'hui, c'est au moment où ça sera diffusé. Cet épisode, ça sera pour le mois de juillet. Du coup, nous sommes le 4 juillet, jour de fête nationale. De toute manière, c'est bien pour une raison. Du coup, mon cher Pépé Foot, je te laisse continuer. Cet épisode, on se retrouve sur l'épisode du coup d'Euro du 1er juillet 2002. Et le show commence par un recap en fait de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y avait eu une grosse bagarre entre Brock Lesnar et RVD durant le show. Je ne sais plus si c'était à la fin du show. Mais donc, on commence par ça et on commence direct avec Brock Lesnar qui fait son entrée accompagné de son avocat Paul Heyman. Donc, ils font leur entrée. Brock Lesnar, à l'époque, on sent bien que c'est lui qui veut le pousser. C'est lui vraiment le représentant de cette nouvelle génération. Donc, ils arrivent dans le ring tous les deux. Et puis, Paul Heyman, en fait, il prend le micro et il nous dit il nous parle de RVD. Il nous dit qu'RVD pense que ça va être son été. Il pense qu'il va réussir, que ça sera lui l'homme de l'été, mais finalement, non. Ça sera Brock Lesnar. Brock Lesnar va l'empêcher de devenir champion parce qu'il est intelligent. Voilà, il est intelligent. Et contrairement à lui et contrairement à Kurt Angle, il va pas défier juste un rookie comme ça. Il va pas défier quelqu'un qu'il a jamais affronté, mais lui, il va défier n'importe qui dans ce vestiaire qui peut oser venir l'affronter. Donc là, on se demande qui va venir, qui va débarquer, qui va affronter. Est-ce qu'on va avoir un match de rêve, Brock Lesnar contre, je sais pas moi, Triple H par exemple? Pourquoi pas? Et finalement, ça sera Papy Ric Flair. Oui. Je m'y attendais pas à celle-là, franchement. Bon, quand Papy Ric Flair est arrivé, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Non, mais à ce moment-là, je me suis dit que waouh, Ric Flair, incroyable, sacré dream match. Je pense que nous tous, on était nombreux à rêver de voir une affiche entre Brock Lesnar et Ric Flair. Non, oui. En vrai, j'en avais rien à foutre. Nous connaissons le statut de Ric Flair à ce moment-là, franchement. À ce moment-là, bon. Oui, légende, ouais, mais là, en ce juillet 2002, ce début du mois de juillet, Ric Flair, c'était plus personne, en fait. Ouais, clairement, c'était plus personne. Bon, c'est pas un match de rêve en soi. Même si ça reste deux gros noms du catch là, à ce moment-là, Ric Flair, il est plus du tout au niveau auquel qu'il était dans les années 80. Hein. Là, on est bien après. Mais bon, il fait quand même son entrée. Donc voilà, lui qui critiquait Kurt Angle d'avoir affronté un rookie, lui, il va affronter un papy de 78 ans. Bon, je sais pas s'il avait 78 ans à cette époque-là, mais bon. Donc Ric Flair arrive. En ressenti quand même, voilà.
Il a, Mais officiellement, il avait 52 ans, mais ressenti 78. Je suis d'accord. ouais, non, c'est surtout, il fait très vieux quand tu regardes son physique et tout. Aujourd'hui, il y a des Il a catcheurs qui l'âge ont 5. de Air Trousse aujourd'hui. Bah oui, il y a des catcheurs de 50 ans qui ont l'air, qui ressemblent pas à ça, quoi. Bon, après, je sais pas ce qu'il avait pris aussi pendant sa jeunesse, mais il vieillit mal, en tout cas physiquement. Mais après, dans le ring, ça va quand même, parce que finalement, il va quand même faire son entrée. Il va dire à Brock Lesnar qu'il n'a pas oublié son intervention dans son match contre Vince McMahon et que cette intervention lui a coûté sa place à Raw. Donc, il dit à Brock Lesnar que lui, c'est une légende et qu'il va lui montrer, en gros, de quoi il est encore capable. Pour remettre dans le contexte de l'intervention de match contre Vince McMahon, c'est que Ric Flair, il était en quelque sorte copropriétaire de la WWE C'est jusque-là. ça. Ah oui, c'était après la Après story. l'angle de l'invasion, tout ça. Voilà, c'est ça. Il y Après a une, l'angle de il y a une l'invention, de série l'argent. sur C'est ça le catch ou d'autres chaînes, vous verrez de quoi il s'agit. Là, on est sur la grossesse agression, on se laisse continuer. Voilà, donc bon, le match Le commence, hein, match. il commence à se foutre un peu sur la tronche, ça y va. Bon, le match est quand même propre, hein. Honnêtement, bon, c'est pas le match de rêve, mais quand tu regardes techniquement, c'est plutôt propre. Ric Ouais, le Flair, match est fini, hein. oui, Ric Flair, il est encore très en forme. On sait que l'un de ses meilleurs matchs, il l'aura que quelques, bah, ça sera, bon, c'était pas officiellement le dernier match de sa carrière, mais c'est sur ce match qu'il prendra sa retraite, en tout cas à la WWE contre Shawn Michaels. Et c'est bien plusieurs années plus tard. Donc là, à ce moment-là, il est encore en forme. Il nous livre ce que moi, je trouve un match très, très chouette à suivre. Hein. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, c'était un match plutôt sympa à regarder, hein. Franchement, c'était top, c'était top. Vraiment, Lesnar, on voit la domination de Lesnar et Ric Flair qui s'en sort quand même. C'est quand même fou en fait de se dire que Ric Flair, ce mec, il est considéré parmi les meilleurs catcheurs de l'histoire de la discipline, mais il n'avait que 3 prises dans son arsenal. Ouais, C'est quand même fou. Comme quoi, hein, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Parce que c'est quoi, il a simple. fait quoi? Il a fait des chops, il a dû Mm. faire quoi? Un collier arrière, souplesse arrière, et Mm. aussi un latage de couilles en bonne et due forme, voilà, parce que bon, c'est Ric Flair. Et même la foule était un peu était dedans, quoi. Ils étaient impliqués en Ric Flair et franchement, c'était Mm. plutôt sympa. Ouais, non, Ric Flair, il s'est parfaitement alterné entre les moments de calme et les moments où il met de la vitesse. Et tu as l'impression que le match il devient tout de suite intense, alors qu'en soi, voilà, il court dans les cordes, il te met voilà, une corde à linge, il te met une chop. En fait, il fait pas grand-chose, mais il sait il sait faire un match, il connaît la psychologie. La psychologie, tu reparles souvent. Bah, Ric Flair maîtrise ça vraiment à 100%. Donc, le match est correct. Bon, victoire quand même de Brock Lesnar avec une distraction de Paul Heyman voilà, qui va distraire un petit peu. Et puis Brock Lesnar va récupérer euh, Ric Flair sur ses épaules. Il va lui porter le F5 et puis victoire de Brock Lesnar Évidemment. évidemment. Donc, juste après le match, on passe du coup en backstage. On retrouve Jackie. Je sais plus Jackie qui, en fait, je me rappelle plus. Enfin, je la connais pas cette catcheuse. Bref, la random qui avait catché la semaine dernière avec Molly Holly, j'ai plus son nom. Jackie Voilà, quelque donc chose. je me rappelle même plus d'elle. Donc Jackie, on la retrouve en backstage et elle est rejointe par le coach Jonathan Coachman. Il lui dit qu'elle aurait pu gagner la compétition. Je pense qu'il parlait de trucs avec les sous-vêtements là. Ouais, ouais, ouais. Enfin bref, elle aurait pu gagner la compétition, mais elle n'a pas gagné. Donc elle dit que non, en fait, elle n'aurait D'ailleurs, pas perdu. excuse-moi de te couper, mais là, je vais être très salé là-dessus. Mais vas-y, continue. Oui, non, mais je te laisserai te donner ton avis, t'inquiète. Je récapitule pour les personnes qui écoutent. Donc, elle dit qu'elle aurait pu gagner. Enfin, elle n'a pas perdu techniquement, elle a juste pas gagné. Bon, Coachman lui rappelle quand même que la semaine dernière, elle a bien perdu son match par équipe contre Stratus quand elle a fait équipe avec Molly Holly. Elle dit que en fait, c'est pas elle qui a perdu non plus,
C'est Molly Holly qui a perdu, donc c'est pas sa faute. Et là, il y a Molly Holly qui arrive. Elle lui dit que en réalité, si elle prêtait plus attention au match et à suivre l'exemple d'une catcheuse comme elle, plutôt que d'être concentrée sur ses sous-vêtements, eh ben, ça serait une meilleure compétitrice. Et elle lui répond que elle, au moins, elle est, je sais pas comment traduire, je dirais peut-être bonne quand elle porte ses sous-vêtements. Et c'était la phrase de trop, apparemment. Apparemment, il fallait pas dire ça à Molly Holly. Là, tu l'as piqué dans son ego. Elle t'envoie une pêche. Ça part en fight. Ils vont vers la scène d'entrée et que ça s'envoie dans le décor. Molly Holly lui botte le cul, hein, clairement. Elle lui botte le cul. Et puis, voilà. À la fin, Tristratus qui arrive dans le ring, en fait, parce que le combat, il est allé jusque dans le ring. Enfin, le tabassage, plutôt, est allé jusque dans le ring. Et puis, Tristratus qui arrive. Bon, le combat était quand même intense, hein, mais Stratus arrive, oh putain, oh la fin, j'avais oublié la fin. Quoi, le moment du dévoilage de Oh l'épisode mon de Dieu. grand-mère ou du Steve Kangourou, il sait même pas. En fait, Stratus, elle rentre dans le ring, elle esquive une sorte de corde à linge, et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de baisser le froc de Molly Holly. Voilà. Et Molly Holly, évidemment, honteuse. Voilà, et Tristratus s'en va en se foutant de sa gueule. Ah, 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 on a vu ton slip. Bon, j'avoue, j'ai ri, je plaide coupable. Voilà. Ce moment était un peu rigolo en soi. Non, mais Voilà. dans le sens où c'était bon enfant, voilà. Ah, Et voilà. sinon, bon, on a exclu cette fin. Donc, ben, quand j'ai vu justement la bagarre, je me suis dit que pourquoi je t'ai filé Raw en fait? Pourquoi je t'ai laissé Raw pendant qu'à SmackDown on a. Bref. Mais sinon, la bagarre, non, c'était très intéressant en soi. Moi-même, j'étais surpris en voyant ça. Là, j'étais là en mode, mais attends, elle savait faire ça à cette époque-là? Ça existait, ça? En plus, comme tu dis, bagarre intense, il y avait même les objets à un moment. Non, c'était vraiment cool, en fait. Et là, je me demande de plus en plus si on ne nous a pas menti à l'époque. Bon, quoique, non, pas tant que ça. Bon, ça, disons que c'est un peu l'un des nombreux grains de maïs qu'on va trouver à cette époque dans le tas de fumier, quoi. Mais sinon, Ouais. ouais, c'était vraiment super. Et en tout cas, pour dire que à l'époque, la division des divas dans les années 2000, surtout début des années 2000, ben, tu peux trouver des choses qui ne sont pas si mal, quoi. Ouais, non, c'était pas mal du tout. Finalement, bon, ouais, est-ce que ça représente, comme tu l'as dit, c'est un grain de maïs qu'on peut trouver par-ci par-là. Ça représente pas quand même ce qui se faisait de plus courant à l'époque. C'est ça. Mais comme quoi, il y avait quand même parfois de bonnes idées. Laisser les femmes se battre, après tout, c'est des catcheuses. Donc, ouais, non, j'ai bien aimé la tournure de ce segment. Donc, bon, après tout ça, on retourne cette fois-ci en backstage. Donc, on a un connu au bataillon 1 qui prend la parole, qui est interviewé. C'est en fait Christopher Nowinski. C'est ça, hein? Et Chris Nowinski, oui. Franchement, je connaissais pas ce gars-là. Je crois qu'on l'a vu la semaine dernière. Ouais. Mais voilà, quoi, ça me disait rien du tout. Mais bon, il a interviewé, il prend la parole. En fait, lui, c'est un peu l'intello. C'est l'intello de service, le gars qui a fait des études, qui a été à Harvard, machin, qui veut pas compétir pour le championnat hardcore parce que il est pas débile. Son but, c'est pas de se battre dans les parkings, de se lancer des poubelles à la tête. Lui, non. Il veut combattre pour des choses plus intéressantes, plus civilisées. Mais bon, il a quand même un match contre Bradshaw pour le Pour titre quelqu'un de hardcore. civilisé, il est plutôt bien amoché quand même. Surtout quand tu vois les taches sur son torse là. Wow. Ouais, il a pris cher. Il a pris cher. Donc, il a un match contre Bradshaw, justement, un match hardcore. Il fait son entrée juste après.
Donc voilà, c'est un match pour le championnat hardcore, match. Bradshaw, lui, il a pas kiffé ce qu'il a entendu, donc il fait son entrée très vénère. Ça part directement, ça se frappe et ça s'envoie des chaises et ça s'envoie des poubelles, ça s'envoie un peu tout, hein. Et puis victoire de Novansky en fait en trichant. Voilà. Attends, en fait, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. C'était un match hardcore ou c'était pas un match hardcore? Parce que quand tu vois JBL, faut que j'arrête de l'appeler JBL. Bon, Bradshaw, il te sort des objets, voilà, quand il veut les utiliser, Et l'arbitre l'en l'arbitre, empêche. il veut l'en empêcher. Mais pourquoi c'est censé Ouais. être un match hardcore? Enfin, on ne nous l'a pas dit directement. En plus, Nowitzki se sert de la cloche qu'avait Bradshaw pour gagner dans le dos de l'arbitre. Donc ça, j'avais pas compris. Et visiblement, le mec qui s'en va, mais le match il ne semblait pas être pour le titre hardcore. Ouais, ils l'ont précisé. Non, je sais même pas. Non, ils l'ont pas précisé. Au début, moi, je pensais que c'était pour le titre, hein. Ouais, moi Et puis aussi. j'étais surpris que, bah, on dirait qu'ils gagnent le titre, mais enfin, je sais pas. Ils le disent même pas qu'ils gagnent le titre. Enfin, je sais pas. Genre, toute cet angle-là, j'ai pas compris en fait. Ouais, non, angle bizarre avec inconnu au bataillon 1 que, en fait, je m'en fichais de toute manière, donc je suis vite passé à autre chose. On retrouve. D'ailleurs, avant que tu n'enchaînes sur autre chose, Oui, je ne l'ai pas dit dès le premier épisode, mais sachez que bi- qu'avant de commencer cette série, je n'ai vu qu'un seul match de JBL de toute ma carrière de fan. Et ce match a duré même pas 20 secondes. Donc, c'était son dernier match. Voilà. Contre ah, Mysterio à WrestleMania 25. Donc, avant tout ça, je ne savais pas vraiment ce que valait JBL sur un ring. Et pour le peu que j'ai vu, c'est plutôt pas mal. Hein. En fait, c'est un cogneur, en fait. C'est simple ouais. et efficace. Ouais, j'aime plutôt bien, même si, bon, ce match, le match qu'il y a eu tout à l'heure, c'est qu'une parenthèse. Mais en moyenne des deux, en plus du match tag team, c'est plutôt cool ce qu'ils proposent. Ouais, non, c'est pas mal du tout, hein. En fait, finalement, bon, je pense que c'est pas pour rien aussi qu'il a quand même plutôt réussi à la WWE et c'était un bon catcheur, hein. Donc après ce match, on retrouve William Regal dans le vestiaire qui est en train de regarder le match et en fait il aime bien ce qu'il voit. Voilà, pour lui ça c'est de l'agression. Mais il est interrompu par Rob Van Dam qui arrive dans le vestiaire. En fait il cherche Lesnar. Je sais pas pourquoi il cherche dans ce vestiaire. Je me suis dit pourquoi tu le cherches là. Mais bon, il cherchait Brock Lesnar, il demande à William Regal s'il saurait où se trouve Lesnar. Je sais pas pourquoi William Regal saurait où se trouve Brock Lesnar, mais bon, ok. Il lui pose la question, William Regal lui dit que s'il était arrivé à l'heure, en fait, il saurait que Brock Lesnar il a déjà catché, donc c'est mort, quoi. Bon, il se chamaille un petit peu et puis finalement, Rob Van Dam finit par challenger William Regal pour un match. Bon, t'as pensé quoi du segment? RAS. Ouais, Honnêtement, ouais. j'ai rien à dire là-dessus. Et puis, en fait, j'ai remarqué que cet épisode de Raw, c'était vraiment beaucoup un enchaînement de segments. Il y a eu énormément de segments. Donc, quand je prenais des notes, voilà, quoi, il fallait parfois faire pause pour avoir le temps de s'enchaîner pas mal de segments. Là, on enchaîne sur un autre segment directement, encore en backstage. Jeff Hardy, il est interviewé, du coup, en prévision de son match contre l'Undertaker, un match de l'échelle pour le titre indisputé de la WWE. Le premier titre indisputé, pas celui qu'on a aujourd'hui. C'était le premier, celui-là, hein, ouais. Oui. Oui, parce que du coup, oui, c'est Chris Jericho, le premier champion. Voilà. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc là, à ce moment-là, c'est l'Undertaker le champion. Jeff Hardy avait eu déjà un match contre lui, il me semble. Et qu'il avait perdu, mais il avait montré voilà, beaucoup de caractère. Et là, hein, il a un autre match, donc on lui demande si comment il se sent dans le match en tant que underdog. Et il coupe tout de suite l'intervieweuse. Je sais plus c'est quoi son nom, mais il lui coupe tout de suite et il lui dit que cette fois-ci, c'est pas un match comme les autres. C'est pas un match où il doit battre l'Undertaker. C'est pas un match où il doit soumettre l'Undertaker. C'est un match de l'échelle.
Donc, il a toutes ses chances. Donc, il se sent confiant. Il en profite pour nous faire un petit tour de Yamakasi, là. Hop, tac, tac, tac. Il monte les échelles, il saute. Hop, tac, 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 tac. Je fais waouh. Voilà, regardez comment je suis vif. Je vais le battre. Hop, salto, tac, tac, tac. Je fais OK. Donc voilà, après on passe directement sur un autre segment, on enchaîne encore, un enchaînement de 3 segments d'affilée. Cette fois-ci, on retrouve Booker T dans le vestiaire. Ah, Booker T. Ah. Booker T, franchement, c'était mon rayon de soleil sur cet épisode. Franchement, c'est ce point-là, quoi. Non, franchement, je me suis dit, il était vraiment bien, hein, Booker T. Franchement, j'aurais été fan de lui. Ah oui, clairement. J'aurais été fan de lui, il était bien. Donc, on le retrouve dans le vestiaire et il est interrompu par nul autre que Dark Vador. Dark Vador. Dark Vador arrive, mais en fait, sous le masque, c'est Goldust. Oh mon Dieu. Oh, c'est bon. La révélation. Ah non, mais après, ceux qui connaissent un petit peu savent que j'aime pas trop Goldust. En vrai, j'ai jamais vraiment aimé Goldust. Alors, qu'est-ce qui nous a sorti comme philosophie, ce cher Goldust? Ah, Goldust. Donc, Booker T, il comprend pas. Il lui dit, mais pourquoi t'es sapé en Dark Vador, là? J'ai même pas vu les films, moi. Donc, de quoi tu me parles? Goldust, lui dit, au moins, on a un point au commun, lui et moi. Je pète pas. Voilà, il a pas vu. Bon, moi, je les ai vus, les films. Il y en a certains que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Mais bon, Booker T, lui, en tout cas, il les a jamais vus. Goldust, il dit que non, ça n'a rien à voir avec les films. En fait, c'est parce qu'il prépare un plan. Il prépare un plan machiavélique. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi tu es obligé d'être en Dark Vador. Ça fait partie du plan, t'inquiète. Pour préparer un plan. Mais bon, ok, il prépare un plan machiavélique, donc il s'est sapé en Dark Vador. Bon, au final, voilà, il discute un petit peu et Booker T, il prend le sabre parce que du coup, Goldust, déguisé en Dark Vador, avait un faux sabre, vous savez, le sabre rouge. Et ça, voilà. Le sabre laser, Booker T lui prend et il commence un peu à jouer avec. J'ai trouvé ça marrant quand même. Voilà, il dit Obi, Bukinobi, je crois pour faire allusion à Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi, un truc comme ça. Voilà, donc il prévient la NWO qui va leur éclater leur gueule, quoi. Ah oui, Booker T a ressenti la force là à travers le sabre. Voilà, c'est ça. Donc, on enchaîne directement parce que les segments ne s'arrêtent jamais sur cet épisode. On enchaîne directement cette fois-ci avec Eddie Guerrero qui est dans le vestiaire avec Vince McMahon. Et puis, en fait, Vince McMahon lui dit qu'il sait que Eddie, il a la ruthless aggression en lui. Je sais que tu as la ruthless aggression en toi. Il lui demande justement une traduction de ruthless aggression en espagnol. Eddie lui dit, c'est Eddie, quoi. C'est moi la ruthless aggression. Eddie était marrant quand même. Hein. Oh. Non, il était marrant. Et puis là, ils sont interrompus par l'entrée de Chris Benoit. Chris Benoit, hein, apparemment, il était absent depuis plus d'1 an. Je sais pas je crois que les commentaires l'ont même précisé dans le match qui va suivre. Enfin, le match d'après, c'est que Chris Benoit a été blessé pendant 1 an. Du coup, il revient de blessure. Voilà. Donc, il fait son retour. Et puis, voilà, McMahon lui dit que voilà, tu as été absent depuis 1 an. Est-ce que tu réalises que c'est grâce à moi que tu es de retour à Raw? Voilà. J'ai dû négocier tout ça. Donc, tu m'en dois une. Et Chris Benoit lui dit que t'inquiète pas, on te rendra bien ça, quoi. Avec Eddie, on te rendra bien ça. J'ai bien aimé ce segment. Ouais. C'est un segment vraiment où Vince McMahon, il est vraiment avec des mecs qui ne correspondent pas trop à sa vision de parfait catcheur, quoi, de Big Showman, tout ça, et il leur donne la responsabilité de la ruthless agression. J'ai bien aimé.
L'échange avec Eddie Guerrero était sympa et c'était un bon échange de bonhomme, hein, surtout au moment où Chris Benoit est arrivé. Eddie et lui s'échangeaient des baffes au torse un peu pour se motiver, un segment de bonhomme, quoi. Ouais, sympa le segment. Honnêtement, ouais, comme quoi on voit quand même que Vince, ouais, il passait du temps avec. Il était prêt à bosser avec tous ses catcheurs, hein, parce que juste après, on le verra encore avec John Cena et tout, alors que c'était qu'un nouveau. Mais bon, là-dessus, on va revenir. On va revenir là-dessus. Ah, mais non, ça, ce sera dans l'épisode de Non, c'est SmackDown, sur pardon. SmackDown. Oui. Oui. Ensuite, bah, il y a l'entrée. RVD fait son entrée pour son match du coup contre William Regal. Ils se sont pris la tête tout à l'heure dans le vestiaire, donc ils vont avoir un match court mais très intense. Et victoire de RVD avec son 5-star Fork Splash. Ah oui, j'ai adoré ce match. Franchement, je pense que c'est mon deuxième match préféré. Comme quoi, le match est court mais efficace. Et les deux ont fait le taf. Rob Van Dam, déjà, bon, c'est le Rob Van Dam, bon, c'est Rob Van Dam, quoi. Toujours aussi fort. La foule était bien dans le match aussi. Et William Regal, c'est vrai qu'on oublie souvent que c'est un très bon catcheur technique, hein. Ouais. Technique, mais intense, quoi. Il ajoute quand même de l'agressivité. Euh, Ça m'étonne même que son coup de genou, il l'utilise comme move de transition parce que juste après, il l'utilisait comme prise de finition. Il balance bien les prises de soumission. Vraiment, tout est simple, mais on est quand même dedans, quoi. C'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, bon, pendant la génération Kachata, qu'on le voyait William Regal que, ah, bon, jobber, mais c'est vrai que c'était quand même quelqu'un, hein, mine de rien. Ouais, ouais. Une fois de plus, hein, on le voit beaucoup durant cette période. Bon, je pense que Vince McMahon essayait de caler un maximum de catcheurs sur les shows. Et même ceux qui avaient des matchs très courts, bah, leur match était toujours très intéressant parce que c'était des professionnels, Ah c'était oui, des spécialistes. Et là, William Regal, tu vois que voilà, tu lui donnes un match, tu lui dis, vas-y, tu as 2-3 minutes pour faire un match. Et bah, les 2-3 minutes, il va bien les utiliser hein, parce que le match était très intense, très rapide, technique. Et puis, victoire de RVD avec son magnifique Frog Splash. Bon, clairement. après le match. Et Ouais, d'ailleurs, moi, je me suis aussi fait une réflexion dans ce show. Dans ce show, on a quand même eu le titre intercontinental, le titre européen, ouais, le titre hardcore, le titre féminin, oui, et le titre WWE. 5 titres pour un seul show, pour une seule branche. ouais. Genre, vraiment, Hero a pratiquement toutes les ceintures. SmackDown, il n'y a rien, mais à part les ceintures par équipe. C'est quand Ouais, même hallucinant, quand même. c'est quand même chaud, ouais. Ouais, tout était mis sur Raw, hein, quasiment. Ah oui, C'est SmackDown fait vraiment avec les restes, quoi. c'est exactement ça. Mais voilà, moi, c'est pas pour me plaindre, hein, ça a donné un show. Vraiment, le show était très, très sympa à regarder. Ouais. Voilà. Donc, juste après le match, donc, RVD, il appelle Lesnar, donc il lui dit voilà, toi, tu as une victoire, moi aussi, j'ai une victoire. Maintenant, si tu es un homme, viens sur le ring, on se la fout. Voilà. Et puis, bah, il y a Lesnar qui arrive sur la rampe d'entrée. Il reste sur la rampe d'entrée avec Heyman. Paul Heyman, donc, il prend le micro et il dit qu'il a conseillé à Lesnar de ne pas se battre. Voilà. Il lui a dit il n'est pas con, il est intelligent, il ne va pas se fight ce soir. Mais par contre, il propose un match dans 3 semaines à Vengeance. Donc voilà, RBD, bah ok, écoute, tu veux pas te battre ce soir, pas de souci, on va se battre à Vengeance. Donc match dans 3 semaines, la carte de Vengeance va commencer à se dessiner de plus en plus. Donc je pense que c'est officiel hein, qu'ils vont avoir leur match du coup au prochain PPV. Ouais. Ensuite, on a Bubba Ray Dudley avec son petit frère Spike. Je ne sais pas si c'est son vrai frère. Son petit frère Spike Dudley contre Chris Benoit et Eddie Guerrero. Donc, Chris Benoit et Eddie Guerrero qui doivent rendre l'appareil à Vince McMahon, comme ils l'ont dit. Mais je ne sais plus pourquoi.
Il en a après Bubba et Dudley. Bubba Dudley et Spike Dudley, je sais plus Non, pourquoi mais exactement. c'est comme dit la semaine dernière, Bubba a voûté le match, il a dit contre Ric Flair à un précédent pay-per-view. Donc, il veut prendre sa revanche. Ok. Donc voilà, pour se mettre un peu dans le contexte. Victoire quand même des Dudley, hein, après un bon match encore, une fois de plus. Ouais. Décidément sur ce show, pour l'instant, tout est vraiment bon, un bon match, intense, voilà, quand même, violent. Non, le match était cool. Après, là, on a quand même des spécialistes, hein. Ah Encore, oui, hein. Ah oui, clairement. On a encore des spécialistes. On a Eddie Guerrero. Voilà, on n'a plus besoin de le présenter. Sûrement l'un des meilleurs luchadors de l'histoire. On a Chris Benoit, voilà, qui le brûle en enfer pour ses crimes, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il savait catcher. On a Bubba Ray Dudley aussi, qui est quand même aussi un spécialiste. Après Spike Dudley, j'ai trouvé qu'il était aussi très bon, en tout cas sur ce match. Ouais. Donc, super match, j'ai mis. Victoire des Dudley et puis attaque quand même, parce que Benoît, ça reste un vrai bonhomme, hein. Attends, et tu me bats, mais je te casse la gueule après, hein. Attaque de Chris Benoit derrière, sur Bubba Ray Dudley. Il fait passer Spike Dudley à travers la table. Il bloque Bubba Ray dans sa crossface, jusqu'à ce que les arbitres et tout viennent pour les séparer et tout, mais vraiment intense, hein. Et pendant Mhm. ce temps-là, Eddie Guerrero qui lui saute dessus aussi, hein. Ah oui, bien méchant, hein. Donc, vraie attaque à la fin. Ok, on perd, mais voilà quoi, on n'est pas des enfants de cœur. Et puis, bah, ils s'en vont. Et j'ai noté super musique de Chris Benoit, j'adore. Ouais, ouais. Vraiment super musique et vraiment top match et une fois de plus bonne ambiance. J'imaginais que ça serait un bon match, mais où le public se serait un peu posé, mais ils étaient bien dedans hein, quand même. Ça m'a étonné. Ouais, Tout au non, non, moment du hot tag franchement, de Bubber, et ça m'a beaucoup étonné. non, le match était cool, encore une fois de plus. Donc, après ça, on a une pub. On a une pub. Comme on l'avait déjà la semaine dernière, bah, ça annonce l'arrivée de Rey Mysterio. On Oui, sait il qu'il va arrive. faire, Il arrive. on sait qu'il va faire ses débuts prochainement. Ensuite, on retourne dans le vestiaire et on retrouve Dark Vador dans les couloirs. Le Big Show arrive, il invective un peu, il lui prend un peu la tête. Bon, à ce moment-là, j'étais pas très très intéressé. Goldust, euh, Goldust, donc Dark Vador, il demande au Big Show s'il sait si la NWO lui a dit ce qui est arrivé à son père. Le Big Show, il dit, mais est-ce que tu es au courant que mon père est mort? En fait, Goldust lui dit, en Ouais. fait, c'est moi ton père. Bon. Et Aïe, puis, il lui met un gros coup de sabre laser en plastique dans la tête. aïe, aïe, aïe. Il essaie de se retourner pour partir. Il tombe nez à nez avec Kevin Nash, qui lui fait une tête de plus que lui. Il lui met une bonne pêche. Et puis, bah, il le bolosse à deux avec le Big Show, hein. Donc, Goldust se retrouve au sol. Le Big Show et Kevin Nash qui lui casse la gueule. Et puis, Nash, il est pas content derrière, hein. Il prend la tête au Big Show. Il lui dit d'aller s'occuper de Booker T et tout. Sinon, tu vas avoir affaire à moi, etc., etc. Donc, Big Show, c'est un petit peu le petit frère dans l'histoire, hein. Je comprends pas. Ah oui, sacré gueule, hein, le plan de Goldust quand même, d'un autre côté. De se faire casser la gueule juste après. Donc, on retrouve derrière, dans le vestiaire, cette fois-ci, ou en backstage, je sais plus exactement, l'Undertaker qui est interviewé par l'intervieweuse dont je n'ai toujours pas le nom. Marlena. Euh, Comment? Marlena. Marlena, voilà. Bon, ça m'aidera pour les prochaines fois. En fait, bon, grosso modo, il parle de Kurt Angle. Il dit qu'il va s'occuper de lui et après, il s'occupera du Rock. Il dit, bon, elle lui pose quand même la question. Elle lui dit, bon, et par rapport à Jeff, tu sais, tu n'as jamais été dans un match de l'échelle. Donc, comment tu vas gérer ça? Et puis, Taker, en fait, il est susceptible. Je savais pas. Il le prend très mal.
il prend mal, il lui répond pas, il arrête l'INTV, il se barre. Bon, je dis quand même, Undertaker, tu te laisses, voilà, susceptible ce soir. Undertaker dans le doute. Dans le doute peut-être. Donc, Jeff Hardy avait peut-être raison, il a peut-être toutes ses chances, on sait pas. Et au final, bon, on passe au segment suivant. On retrouve cette fois-ci X-Pac dans les vestiaires, complètement KO, au sol, table arrachée. Bon, on comprend qu'il s'est fait attaquer. Hein. Big Show arrive dans le vestiaire. Voilà, il est vénère. Il comprend que c'est Booker T. Hein, il comprend que c'est Booker T qui a attaqué X-Pac. Donc Booker T, ensuite on passe sur le ring. Booker T fait son entrée. Trop classe, j'ai mis. Trop classe l'entrée de Booker T avec sa musique, sa pose, ses feux d'artifice là, les feux et tout, machin. Non, franchement, Booker T, il avait la classe de ouf. Il avait la classe de ouf. Il a pas volé sa bague de Hall of Famer, franchement. Donc il arrive dans le ring. Et puis Big Show fait son entrée derrière. Il arrive vénère. Hein. Il arrive vraiment en mode je vais te casser la gueule. Ça part très très vite en fight. Big Show il fait quelques moves et puis il se retrouve à l'extérieur du ring. Big Show il prend en fait les marches qui permettent de monter sur le ring. Il les prend. En fait il veut les balancer à Booker T. Booker T lui met un kick. Il tombe et les marches, en fait, lui tombent sur la tête. Donc, ça le met complètement KO. Booker T, il voit que Big Show est KO. Il voit que Big Show pèse 200 kilos. Donc, il va sûrement pas réussir à le remettre dans le ring. Il le laisse là. Il remonte dans le ring. Et il attend qu'il se fasse décompter. Et là, bizarrement, l'arbitre, il a jamais compté aussi vite de sa vie. Hein. Il a jamais compté aussi vite. Clairement. Donc, il compte jusqu'à 10. Et Booker T gagne, du coup, par décompte à l'extérieur. Il décide, il veut s'en aller et puis non, il est smart hein, quand même. Non, il va pas sortir par la rampe d'entrée. Il sent le guet-apens arriver. 1-1-1, il va pas se faire avoir, il sort par la foule. Hein. Donc il avait raison quand même parce que du coup, juste derrière, il y a Shawn Michaels accompagné de Kevin Nash qui font leur entrée sur le ring. Ils arrivent, donc Shawn Michaels arrive avec Kevin Nash donc dans le ring. Le Big Show il est KO donc il se réveille un petit peu. Il y a un face-off, ils se regardent face à face, Kevin Nash et le Big Show. On sent que c'est tendu entre les deux. Kevin Nash il envoie un parpaing au Big Show, mais je me suis dit waouh, c'est quoi cette droite? Il lui a mis une droite dans la face. Du coup le Big Show lui répond par une droite. Ça allait partir en fight, mais Michaels, il les calme un petit peu. Il leur dit, oh les gars, on se calme. On va pas se battre entre frères. Il faut se focaliser sur Booker T. C'est Booker T le problème. Mais avant ça, j'ai une annonce à faire. Vous savez, à la NW, on est comme une famille. Et maintenant, il est temps d'accueillir un nouveau membre. Donc, il annonce que le nouveau membre, c'est Triple H. Triple H, mais je me rappelais pas en fait qu'il avait fait partie de la NWO. Je te laisse terminer, après je t'explique. Je me rappelle pas du tout de ça. Enfin bref, il dit ça et puis en fait Big Show il est viré, il se prend une chute de musique dans la face. Donc voilà, j'étais assez circonspect parce que je me rappelais vraiment pas de ça. Il y a une explication à ça, pourquoi tu ne t'es pas rappelé. Du coup, l'explication de Triple H à NWO, il n'y a pas d'explication. Parce que j'ai eu le temps de faire des petites recherches, de voir les shows qui ont suivi. Et en fait, le truc, c'est que voilà, ils ont fait le briefing la semaine dernière pour dire que voilà, Triple H, il va revenir à la NWO dans 2 semaines. Ils ont montré des extraits où ils ont discuté avec Triple H. Voilà, ils se sont fait copain. Et ils ont eu un match par équipe à plusieurs. Et avec Big Show, qui était toujours avec eux, justement. Et une autre équipe de faisceaux avec Booker T et Goldust. Et à ce moment-là,
Kevin Nash, il était justement de retour à l'action. Il a eu un hot tag, voilà, il a fait le ménage. Au moment de charger les autres, on a entendu un dans tout le stade. Du coup, ben, il s'est froissé, déchiré le genou. Et la semaine d'après, Vince vient sous la musique de NWO, me demande pas pourquoi, et il a annoncé que la NWO, c'est fini. Du coup, on n'a jamais vu Triple H à la NWO. Ok, Voilà voilà. l'explication. Voilà, la NWO s'est terminée du jour au lendemain pratiquement grâce à Kevin Nash. Merci Kevin Nash d'avoir arrêté ce massacre en te blessant. Comme quoi, papy, le catch était peut-être déjà fini pour toi. Mais tu voudras quand même revenir plusieurs années après. Enfin bref. Enfin bref, c'est une autre histoire. Après, bon, on retourne dans le vestiaire cette fois-ci avec Vince McMahon qui encourage l'Undertaker pour son match à venir contre Jeff Hardy. Et puis, de l'autre côté, on a Jeff Hardy dans le vestiaire. Il se prépare pour son match. Il est rejoint par Matt Hardy, son frère Elita, avant toutes les histoires qu'il y a eu ensuite entre Matt et Elita. Ouais. Donc on y reviendra voilà, peut-être un jour. Mais bon. on y viendra peut-être, oui. Donc Lita, encore en couple à cette époque avec Matt Hardy, et je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a le coup dans la minerve. Ben, blessé. Voilà. Donc blessé au cou, très probablement. Donc ils encouragent tous les deux Jeff Hardy. Donc Jeff Hardy il sort du vestiaire en mode allez, je suis prêt, let's go et tout. Et puis il fait son entrée derrière. L'Undertaker qui fait son entrée, et puis on a le match. Je pense que ce match, beaucoup de gens doivent le connaître. C'est un super match. C'est un super match, un très bon match qui a vraiment. C'est l'un des matchs qui a confirmé Jeff Hardy en tant que vraiment futur star à venir. Il est. De toute façon, ce match, j'ai pas besoin de le décrire. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent déjà. Victoire de l'Undertaker sur ces matchs à l'échelle, mais Jeff Hardy n'aura pas démérité parce qu'à la fin du match, l'Undertaker lui envoie quand même une last ride encore. Et quand il remonte sur sa moto pour repartir, Jeff se relève difficilement, c'est dans des cordes. Il en veut encore. Il demande à Taker de revenir se battre et tout. Du coup, Taker, tu lui dis ça, il dit hey, attends, tu me prends pour un petit. Donc, il remonte sur le ring. Il est sur le point d'envoyer une droite à Jeff Hardy. Mais Jeff Hardy, fighting spirit, il est prêt à encaisser. L'Undertaker se dit quand même non, ce petit-là, il a du cran. Voilà. Et au final, au lieu de lui envoyer une droite, il lui lève le bras pour le féliciter. Et ce superbe show se termine sur cette magnifique scène. Donc, vraiment, j'ai adoré. Oui, c'était vraiment un très bon rôle et un très bon main event. Et en plus, dans ce match à échelle, c'était pas une avalanche de spots avec les échelles comme on en voit aujourd'hui, hein. Là, c'était vraiment une opposition de style. Jeff Hardy qui est plus cascadeur. Bon, c'était à l'époque où il ne faisait que ça pratiquement. Et un Undertaker vraiment terre à terre qui se sert de l'échelle comme arme ou qui se sert de sa puissance. Non, c'était bien, c'était bien. Et ce rôle-là, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai préféré celui de la semaine dernière, mais une fois de plus, un bon rôle. Ouais, un bon rôle. J'ai trouvé beaucoup de segments qui s'enchaînent. Il n'y a quasiment pas de temps mort. Après, je sais que comme nous on regarde sur le network, là, sur l'application, il n'y a peut-être pas aussi tout ce qui est pub et tout. Du coup, tu as cette impression que ça va vite et tout, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Donc, c'était agréable. Après, beaucoup d'enchaînements de segments, que des bons matchs. Même le segment féminin aussi était quand même très intéressant et très intense. Ouais. Donc, j'ai bien aimé cet épisode. Le seul point noir, c'était juste la NWO, mais sinon, le reste, c'était très Le bien. reste, c'était plutôt correct. Ouais. Ouais. C'était très bien. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de SmackDown? Bon, ben, c'est mon tour, hein, écoute. C'est parti pour ce SmackDown du 4 juillet 2002. Fête nationale, ouais! Wouh!
On sort les confettis, on sort les gâteaux, les anniversaires USA, USA. Ah là là. Tu sens déjà le désespoir qui sort de ma voix là. Allez. Mais avant ça, on a quand même un récap de Edge qui parle de sa blessure et on sait que ça vient d'inspire de la troisième corde sur Kurt Angle dans un match en cage dans lequel il s'est déboîté l'épaule. Et puis on voit l'attaque de Jericho sur lui et son retour la semaine dernière où il se venge. Et au programme justement de ce magnifique SmackDown, nous aurons un match sorti un peu de nulle part, j'ai envie de dire. Billy et Chuck qui vont défendre les ceintures par équipe contre Edge et Triple Edge, justement. Bon, pas Triple Edge comme vous l'entendez, Triple Edge comme Hollywood Hulk Hogan. Triple Edge, Ah, quand H. même. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Voilà, c'est ça. Et on aura aussi l'Undertaker contre Kurt Angle pour le championnat incontesté de la WWE. Et je crois l'avoir dit la semaine dernière, ou je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, mais on s'est trompé en fait. The Rock, il ne sera pas là. Il sera de retour à SmackDown la semaine prochaine, mais on n'en parlera pas, malheureusement. Alors, premier segment, ben, fête nationale dit, ben, hymne national de l'Amérique, interprété par Liliane Garcia. Oh, c'est... Bref, je ne connais pas l'hymne national, je connais pas les paroles, hein. Si, si tu connais mon cher Pépé Foot, voilà, bon, poussez une petite chansonnette, voilà. Non, franchement, non. Je connais pas du tout. Ah, moi non plus. Et après, c'est pas plus mal. Ben voilà, il y a le l'hymne national, voilà, chanté. Mais ça ne durera pas longtemps, puisqu'on a l'intervention des Canadiens qui détestent l'Amérique et qui viennent gâcher la fête. Voilà, ils virent Liliane Garcia du ring et ils viennent propager leur haine. Bon, après, dans leur discours, il y a des trucs, certains trucs sur lesquels je suis d'accord. Genre Christian qui dit que voilà, les Américains sont des idiots et ils pensent que le jour de l'indépendance correspond à celui où Will Smith a sauvé le monde des aliens. En référence à Men in Black. Je ne pouvais pas plus être d'accord. Ensuite, Lance Storm, ben, il vient nous éduquer. On sait clairement que les Américains n'aiment pas l'éducation. Donc, Lance Storm nous explique que l'Amérique a été construite par des colonies britanniques. Bon, il nous dit ça comme si c'était pas aussi le cas du Canada. Mais bon, soit. Et les colonies françaises aussi, d'où la guerre entre les francophones et les anglophones au Canada. Mais bon, je ne vais pas développer davantage. Mais bon, il nous dit quand même qu'en 1776, les Américains se sont déclarés comme pays indépendant et se sont retournés contre les Britanniques. L'Amérique est responsable des violences et des hostilités dans le monde et il mentionne justement les deux guerres mondiales. Et justement, il mentionne aussi les guerres de Corée et du Vietnam qui semblent être un sujet sensible aux États-Unis puisqu'ils ont perdu, ce qui montre l'hypocrisie américaine. Et Test dit que justement que le reste du monde déteste l'Amérique, ce qui n'est pas faux en soi. L'Amérique, c'est nul. America sucks. Voilà. Bon, pour une fois, ils auront été moins chiants, on va dire. Parce qu'ils ont quand même certaines vérités. Du coup, ben bon, c'est quand même la fête nationale. On va pas les laisser parler comme ça de notre belle Amérique, notre beau pays à 50 étoiles. Il faut quand même qu'il y ait un digne représentant qui vienne sauver le jour, n'est-il pas, PB Foot? N'est-il pas, mais il faudrait qu'il soit, je sais pas moi, un vrai Américain. Un vrai Américain. Et là, on se dit que voilà, bon, qui dit Amérique dit Kogan, qui dit Amérique dit Undertaker, qui dit Amérique dit Kurt Angle, quoique pas lui. Qui dit Amérique dit Mark Henry. Bon, même si, bon, lui, voilà, quoi. Ça vaut moins de rêve. Rikishi fait son entrée. Parce que, bon, évidemment, En slip, hein, en slip en plus pour sauver l'Amérique. Hein.
Voilà, il va coller ses fesses sur le visage des gens comme tous les Américains, hein, clin d'œil à ce que Test a dit la semaine dernière, puisqu'il n'y a pas plus Américain que Rikishi, visiblement. Du coup, ben, on a un match entre Rikishi et Landstorm, match court et chiant. Bon, c'est un match Landstorm après, j'ai envie de dire. Bon, il ne gagnera pas grâce à un super kick à la con, mais plutôt grâce à un Bigfoot de Test. Vraiment, Test, derrière le dos de l'arbitre, Rikishi était prêt à en finir avec son bonsaï drop. Et il y a Test qui balance un joli Bigfoot. Je sais pas si je dis Bigfoot parce que je crois qu'on disait Bigfoot à l'époque, mais bon, même si c'était pas le cas, C'était moi pas vraiment un à Bigfoot. l'époque je Hein. disais Bigfoot. Test a un grand pied, donc c'est Bigfoot. Voilà. Bah, c'était pas vraiment un Bigfoot qu'il lui met, hein. C'est plutôt un kick dans la face, non? Oui, ça ressemblait plus à un kick dans la face, mais théoriquement c'est un Bigfoot. Voilà. D'ailleurs, Bigfoot plutôt stylé hein, de Test mine de rien, mais bon, c'est ça qui donne la victoire à Test. Alors, qu'as-tu pensé de cette magnifique opener riche en Amérique? Bah, j'ai bien aimé le segment, étonnamment, parce que j'avais été vraiment ennuyé par eux la semaine dernière. Mais là, le segment, oui, anti-américain, le jour de l'indépendance, le jour de la fête nationale, je trouvais que ça faisait le taf. Landstorm, je trouvais qu'il était très pertinent dans ses arguments. J'étais plutôt en mode, oui, ouais, c'est vrai. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, vous aviez rien à faire au Vietnam, en fait. Bah oui, en fait, qu'est-ce que vous foutiez en Corée, c'est vrai? Mais bon, donc ouais, tout ça pour dire que oui, segment intéressant. J'ai trouvé ça, bon, c'était plutôt classique, hein, discours anti-américain, puis sauvé par un Américain. Bon, ils auraient pu trouver plus d'Américains que Rikishi, mais ça fait le café. Le match court, très court, et puis finalement, étonnamment, défaite de l'Américain. Enfin, Ouais. le jour de la fête nationale, vous faites perdre celui qui est censé défendre l'Amérique, mais Ah, on va c'est où très là? audacieux. Donc bon, ouais, le segment, juste pour la surprise, j'étais sûr que Rikishi allait gagner pour allez, vive l'Amérique. Et au finalement, ils m'ont pris plutôt de court, donc moi j'ai apprécié. Ouais, ouais, au moins ça permet de rajouter un peu de hit sur les Canadiens qui Ouais. détestent l'Amérique. Ensuite, on nous remontre les débuts tonitruants de John Cena, hein, les débuts qu'au test, et ça louange par les légendes des vestiaires, vraiment qu'il a mérité. Justement, en parlant de John Cena, il y a Stacy Kibler qui cogne au vestiaire et c'est Mark Henry qui ouvre la porte. Et elle demande John Cena et Mark Henry va le chercher. Et John Cena, il s'amène et elle lui prévient juste que Vince McMahon veut le voir. Et elle le regarde quand même avec un air intéressé, voyez-vous. Hum. Alors, John Cena, il a de plus en plus la côte hein, en une semaine. Ouais, bah, avec ce qu'il a montré la semaine dernière, même les petites divas elles commencent à avoir l'œil sur lui. Ouais. Ensuite, bon, il y a aussi d'autres qui ont fait leur début ou leur premier match, hein, parce que, oh, Tesfaye! Allez, match suivant, on a le révérend Divon et Batista qui affrontent une fois de plus Randy Orton, mais cette fois-ci avec comme partenaire Big Valboski. Inconnu numéro 2. Alors, le match était, c'était un peu comme la semaine dernière, quoique Batista a montré plus de choses quand même. Ouais. Batista a montré plus de choses que la semaine dernière parce que, bon, Batista, la semaine dernière, c'était vraiment plus rouleau compresseur, on ne l'a pratiquement pas vu. Mais il a quand même montré sa puissance dans ce match avec Givon, qui est évidemment le maillon faible et qui coûte presque le match à l'équipe. Randy Orton toujours aussi bien catchesquement parlant, il combine bien avec Vic Balbowski. Mais à la fin, c'est Batista qui roule sur tout le monde, Spinebuster sur Balbowski pour la victoire de Divon et Batista. C'est sur Orton, je crois. Ah, sur Orton? Ah, mince. Ouais, parce que je crois Orton, il tente son splash de la troisième corde, il le rate et Batista le récupère direct avec le Spinebuster. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Merci pour la correction. Je crois. Hein, bon, bref, ça fait pas de Bon, de différence. De toute toute façon, manière, Batista gagne. C'est tout ce qu'il y a à Batista gagne, retenir. voilà. Ensuite,
Segment suivant, justement, on a Chris Jericho qui se plaint auprès de Vince du manque de respect par Edge dont il a été victime, que c'est le plus grand catcheur de cette compagnie, premier champion incontesté, il Je mérite suis le le roi respect. du monde. Je C'est suis le le king of, roi du monde. c'est le king of the world. Et, et Vince propose un match entre les deux à vengeance. Jericho est ravi et Cena fait éruption dans le bureau de Vince. Et du coup, Vince, il le félicite pour sa performance la semaine dernière et lui dit que c'est la ruthless aggression qu'il cherchait. Et du coup, Cena, il veut se présenter à Jericho. Bonjour, monsieur, je m'appelle John Cena, voilà. Mais ce dernier refuse de lui serrer la main et lui dit que comment oses-tu interrompre le plus grand du monde, le King of the World, premier champion incontesté du catch? Et il regarde John Cena de la tête aux pieds et dit que c'est quoi ça? C'est quelle roussesse agression ça? C'est roussesse agression avec une coupe de ridicule et un slip vert. Qu'est-ce que c'est que ça? Une roussesse agression qui part mal là. Roussesse agression. Oui. Et Cena lui répond avec une baffe de cow-boy. Mais wow, 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 wow. Une mandale, une Ah vraie oui, grosse mandale. claque. Ouh. Il Même, le met KO. je pense que même Vince était choqué parce qu'on a entendu un gros truc qui a été bipé. Qui a été bipé, il est sur le Je pense que shit en c'est train Vince qui a sorti un truc que waouh, waouh, waouh. Il lui a mis une de ses mandales. Pouah. Ah Putain, oui, il lui a arraché la gueule. il est chaud, hein, le John Cena. Vraiment, waouh. Vraiment, ça explique sa réputation d'aujourd'hui. Hein. Il a Ah, clairement montré dès ses débuts. Hein. dès ses débuts, il avait vraiment la ruthless aggression. Il avait. Ah oui, clairement. Et justement, qu'est-ce que ça a coûté cette grossesse agression dont ce cher Cena nous a fait preuve? Pendant la pub, Jericho a exigé un match contre John Cena ce soir. Donc, on l'aura plus tard dans le show. Interview de Kurt Angle en préparation pour son match de championnat dans le main event. Angle dit qu'il est un homme d'action et poster boy de la grossesse agression. Il lui a fallu certes plusieurs minutes pour battre un random du nom de John Cena. C'est qui John Cena d'ailleurs bon. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il était grippé. Ah, Kurt Angle, c'est vrai, sacré handicap hein, contre le John Cena. Par contre, ce soir, il se sent bien. Et il va gagner la ceinture. Il remonte ses exploits où il a battu l'Undertaker il y a 2 semaines et soumis Hogan à King of the Ring. Puis il a lancé un message au Taker la semaine dernière pour montrer ce qu'il arrivera ce soir. En ce 4 juillet, il représente l'Amérique et il n'a pas besoin d'un mec comme Undertaker, mais un mec avec de l'intensité, de l'intégrité et de l'intelligence. Bon. Allez, Les passons. fameux 3 I. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il nous sort un peu le slogan de son slogan. Voilà. Mais avant le main event, nous avons droit à un zoom sur le cul de Chuck. Voilà. Là, je ne sais pas s'il y avait des demoiselles à l'époque devant l'écran qui salivaient devant. Voilà. Ou bien d'autres messieurs, on ne sait pas. Bon, là n'est pas la question, on ne les juge pas. Il s'amuse à manger des hot dogs avec Billy et Rico, il surgit et dit que oh, 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 réveillez-vous les gars. Il y a un match qui arrive tout à l'heure là et c'est la plus grosse défense de votre vie. Vous allez affronter quand même Edge et Hulk Hogan. Excusez-moi, Hollywood Hulk Hogan. Donc concentrez-vous les gars. Du coup, Rico renverse les hot dogs et les deux autres vont se préparer. Vignette des plus gros moments du rock qui revient la semaine prochaine. Et on voit justement qu'il a fait une promo sur le Rumble en début d'année où il se fout de la gueule d'un caméraman sur le fait qu'il ne puisse pas gagner un Rumble. Bon, ça c'est de toute manière, ça sera un peu le fil rouge de la soirée. Match de championnat du coup, Billy et Chuck contre Edge et Hollywood Hulk Hogan. Bon, est-ce qu'on peut vraiment dire Hollywood parce qu'il entre quand même sur Real American ça. Ouais, franchement, on peut arrêter avec le Hollywood juste parce qu'il il a un petit bout de barbe noire. Oh, franchement, non, il a plus rien d'Hollywood là. Non, là c'est le Hulkster là, il vient pour l'Amérique. I am the real American, tout ça là, c'est bon. Voodoo Child, c'était la semaine dernière. Là.
Sinon, alors, qu'as-tu pensé de ce match, Pépé Foot? Bon match. Encore. C'était un beau match. Bon, Hulk Hogan, ça va encore, hein, je trouve, ça va aussi. Hein. Ah Bon, oui, il a carrément fait le show hein, dans ce match-là. ouais, franchement, ça va encore. Edge, bon, clairement, il est bon. Et puis, euh, Chuck et Billy Gunn, c'est propre, hein, franchement. Hein. Dans le ring, c'est vraiment propre. C'est un peu voilà, des heels un peu qui trichent un petit peu, qui distraient. Ils vont faire des stratégies de heal, genre distraire l'arbitre pendant que l'autre il te frappe, etc. Mais le match était sympa. Victoire quand même. Victoire. Est-ce que c'est en surprise ou pas? Parce que bon, je pense que Billy et Chuck étaient quand même champions depuis quelques mois. Ouais. Donc, victoire de Hogan et Edge qui deviennent champions Ouais, sur par une équipe. foule américaine vraiment en feu. Hein. En plus, Ouais, double descente de la cuisse pour finir le match. Tu as seulement Edge et son idole qui sont champions ensemble. En plus, belle morale, hein, un rêve qui devient réalité pour ce cher Edge. ouais, ouais. Non, le match était bien, hein, Hmm. honnêtement. Non, mais franchement, c'était top. En tout cas, c'était une belle image, hein, franchement. Bon, Hulk Hogan, il est ce qu'il est, mais franchement, un fan et son héros qui sont champions, qui passent ce moment-là, vraiment, c'est très beau. Ouais, c'était un beau match et un beau moment. Ouais. Hmm. En plus, les deux ont bien combiné. Bon, c'était juste le temps d'un moment parce que bon, leur règne ne durera pas longtemps, je pense 2 semaines. Hein. Ah bah, je sais plus du tout. Enfin, je crois que j'ai jamais. Je me Ben, souviens pas ça, du. ça a duré 2 semaines à tout casser pour ensuite perdre contre les Canadiens qui détestent l'Amérique. Hein. Encore eux. Encore eux qui viennent gâcher la fête une fois de plus. Ah, et dans tous les mauvais coups, ceux-là. Mais bon, on en parlera à une autre occasion. Allez. Ensuite, ben, on a le match entre Chris Jericho et John Cena, hein, justement. Ouais. Et pour être honnête, le match était bien, c'était bien, mais je trouve que c'était quand même. J'ai préféré le match contre Angle. Après, c'était les matchs de début de Cena. Mais sinon, déjà, ce que j'ai aimé, c'est que Cena, déjà, il fait son entrée, il se jette déjà sur Jericho. Vraiment, John Cena, à l'époque, c'était vraiment ce jeune mec agressif qui avait faim seulement, quoi. J'aime Mm. beaucoup cette facette de Cena et ouais. Hein. En tout cas, le match était efficace, que Jericho a fait le vétéran. Cena, par sa fougue, voilà, il explose Jericho, il le fait limite douter au point même que Jericho, il gagne en trichant avec les pieds dans les cordes. Mm. Donc, Et ouais, si... bon petit match, et surtout un Cena qui montre encore assez de caractère, quand même. Oui, Sina qui montre du caractère. Et puis Chris Jericho à la fin du match qui tend la main à Sina. Sina, bon perdant, il est prêt à lui serrer la main. Mais Chris Jericho qui essaie encore de le chip-chop un peu, de le frapper dans le cou. Mais cette fois-ci, ça marche pas parce que Sina reprend l'avantage et Ah, il est Chris trop Jericho sort fort. du ring. Ah oui, il était prêt à reprendre la bagarre, là. Ouais, non, il était vénère là. Hein. Sina, vraiment, il montre encore cette intensité qu'il y avait bah, pendant cette nouvelle génération. Ils avaient faim, quoi. Ils Ah avaient oui, la clairement. dalle. Hmm. Non, en tout cas, c'est très fort, c'est très fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, nouvelle pub. Ré Mysterio arrive. Au cas où Franchement, vous ne l'auriez, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris. si tu l'avais raté, tu peux pas le rater. Hein. Ah oui, clairement. Donc voilà, Rey Mysterio, on attend ses débuts avec impatience, bien sûr. Ensuite, on nous montre un nouveau moment du Rock, hein, puisqu'il revient la semaine prochaine, où il colle le visage de Vince sur les fesses de Rikishi. Est-ce que tu avais déjà des infos sur ce moment-là? Non, Ah, tu n'avais pas ce moment culte là? non, même pas. Genre Vince. Bon, j'y reviens rapidement. Oui, je reviens rapidement pour les auditeurs, même si Ouais. bon, je pense que beaucoup l'ont déjà vu.
Donc, bon, Vince, qui était dans son délire de Kiss My Ass Club, il faisait baiser son cul par beaucoup de gens. Du coup, ben, il y a Jim Ross qui devait prendre sa part visiblement. Et il y a The Rock qui s'amène, qui dit que, wow, 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 Vince, on va se calmer là. La personne qui va embrasser un cul, c'est toi. Parce que je crois il y a un représentant de Vince qui avait perdu un match. Je sais pas, vous me corrigerez dans les commentaires. Maintenant, bon, Vince, il était prêt, voilà, à se lancer en bon père dit que, hé, attends, attends, tu ne vas pas embrasser le people's ass quand même. Ensuite, dit que, attends, le cul que tu veux embrasser, attends, il arrive, il arrive. Et c'est là, Trish Stratus fait son entrée. Voilà. Du coup, voilà, elle fait son entrée, tout ça. Vince, il est là, il est chaud, il est content, hein, voilà. Il est content, l'animal. Voilà, il approche un peu sa bouche des fesses de Trish. Il se recouvre sa bouche, il dit que, et espèce de malade, you sick freak, c'est pas elle. C'est pas elle dont tu dois embrasser les fesses, Vince. Attends, j'ai prévu un cul spécialement pour toi. Et c'est là que Rikishi s'amène, tu vois. Donc là, donc là, Vince était seulement en sueur. Il voulait fuir Rock Bottom. Et The Rock, après la tête de Vince, il a collé ça sur les fesses de Rikishi. Voilà. Maintenant, maintenant, tu as le contexte. Je te laisse regarder librement sur YouTube. Mais bon, c'est pas le sujet, puisque le sujet de ce show, c'est les beaufs. Les beaufs, les beaufs. Jamie Noble et sa meuf Nidia, du coup, c'était pas Nadia, c'est Nidia. Ils s'amènent en pick-up, justement. Nidia qui a les yeux couverts. Et Jamie Noble qui est en mode que, allez, viens, Siri. On n'est plus très loin. Allez, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Elle ouvre les yeux et elle voit une belle maison quand même. Elle est en mode que, waouh, une très belle maison, mais encore un délire du Jamie Noble, on n'a pas les moyens. T'inquiète, poupée. Avec la ceinture Cruiserweight, tout est possible. Allez, viens, on va visiter la maison. Regarde, il y a de l'eau potable maintenant. Il y a à manger. On en a au moins pour toute l'année. Et regarde, il y a aussi une belle table, des belles roses. Tu vas voir, poupée. Maintenant que je suis champion Cruiserweight, tout est possible entre nous. Allez, je vais maintenant te montrer la meilleure partie de la pièce. Allez, vas-y, avance, avance. Allez. Bon, ils essayent d'entrer dans une pièce, mais ils se cognent comme ils voulaient entrer en même temps. Ah, désolé, ça va, poupée? Ok, ça va. Allez, vas-y, avance, allez. Hi-ha! Allez, tape dans les fesses. Et là, il ouvre la porte et c'est une très belle chambre, voilà, voilà. Et Nidia est en mode, oh mon Dieu! Grandeur nature pour deux personnes, c'est incroyable. Attends, je sais ce qu'on peut en faire. On va un peu le tester. Et voilà, grosse galoche sur Jamie Noble, du couple des beaufs. Ils ferment la porte pour faire leurs petites affaires. Tes impressions sur ce segment? Oh là 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 là, comment ça m'a saoulé! Ah, c'est un truc de fou! Et je déteste. T'avais bien aimé déjà la semaine dernière, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé. Ouais, tu Et n'aimes je me pas suis voir un dit, couple de beaufs heureux? ah non, ça m'a saoulé. J'avais pas aimé, mais je me suis dit, vas-y, cette semaine, je vais essayer d'être ouvert d'esprit. J'ai toujours pas aimé. Oh là là. J'aime pas leur truc, j'aime pas leur délire. Ça marche pas sur moi, ça me saoule plus qu'autre chose. Et non, franchement, j'ai toujours pas kiffé. Toi, t'aimes bien, toi, leur segment, là. Non, mais c'est marrant, les deux beaufs qui font leur truc. Ouais, c'est le divertissement quand même, c'est le catch. Ouais, vas-y, il y a mieux à faire que ça, sérieux. Ouais, j'entends. Surtout, ben, ce qu'il y a surtout mieux à faire, c'est la chasse autour des divas, hein, une fois de plus. Oh, je suis vraiment obligé de parler de ça. Oh. Rapidement, rapidement. Alors, bon, on avait dit la semaine dernière que le truc de Divas Undress, on s'en fout, de toute manière, on ne va pas regarder, ça ne nous intéresse pas.
Ben, visiblement, WWE ou bien les géants du network, ils ont dû voir notre vidéo, hein. Parce qu'ils, parce que là, ils nous ont fait comprendre que, ah, vous ne voulez pas regarder, mais vous allez regarder quand même. Du coup, du coup, on nous montre des extraits des défilés du Divas Undress, que ouais, on nous annonce que la gagnante, c'est Tori Wilson. Ouais, quelle surprise, on est content. Ça Bon, nous intéresse, ouais, on kiffe Divas and Dress, c'est notre émission préférée. ben, du coup, il y a une dispute entre elle et Stacy Keibler, voilà, qu'on montre que ouais, non, c'est moi la plus bonne, c'est pas juste machin, machin. Et du coup, en cette belle journée de fête nationale, ben, il a été organisé un, un bras and panties match entre les deux. Voilà. Du coup, ben, on a Stacy Keibler qui fait son entrée. On a Tori Wilson qui fait son entrée avec son trophée de Divas Undress qui est littéralement un cul, hein. C'est même pas une blague quand je vous le dis. Le trophée, Oui, c'est non, vraiment un c'est des cul. fesses. Ouais. Voilà, une paire de fesses. Du coup, le match commence. Ben c'est le match est nul, hein. Vous vous attendiez à quoi aussi? Et en fait, je me suis fait une réflexion en regardant ce match et en me concentrant sur la réaction du public. Parce que pendant le match, il y a eu des chants We want puppies, we want puppies. Ça te montre en fait que je pense qu'on est un peu dur avec Vince sur certains bords quand même. Parce que bon, c'est vrai, lui-même, il a ses délires, mais la raison pour laquelle la division des divas était aussi merdique à l'époque, c'est aussi parce qu'il y avait de la demande. Les gens, ils voulaient voir ça, en fait. Donc, ils étaient là, ils étaient contents, ils songeaient sur des vieux crépas, des chunions, des matchs de merde comme ça, là. Et quand il y a des bons matchs qui sont là, ben, bizarrement, il y a le silence. Parce que c'est pas ce que les mecs attendent. Donc, ces trucs MTV-esque là, en soi, c'est même pas étonnant que ça ait existé puisque c'était une génération de gens qui ne consommaient que ça, en soi. Même nous, en ayant grandi dans cette génération, ben, tu vois que certains grands, pour la plupart, ils regardaient des trucs de télé-réalité à la con comme ça. Donc, ce Brian Panty, c'était juste le reflet de ça, en fait, Ouais, de la de la société. consommation, de la société, de ce que les gens aimaient voir, effectivement. Voilà, c'est Après, ça. nous, aujourd'hui, en 2025, ça nous désole. Mais Vince McMahon, c'est juste un businessman, hein. Bah oui. C'est pas le seul responsable. Les responsables aussi, c'est surtout ces gens-là, les gens qui ont consommé. Ouais. Genre, c'est pas pour rien que c'est arrivé, le Give Viva et Chance soient arrivés aussi tard. C'est qu'à un moment, il y avait une lassitude et aussi un ras-le-bol. Mais à l'époque, les gens, visiblement, ils se contentaient de ça. Mais bon, pour ne pas trop traîner là-dessus, on a Tori Wilson qui déshabille Stacy Keibler. Voilà, elle a gagné. Hurrah! Elle a gagné le Bras and Panties match. Maintenant, c'est fini, on peut passer à autre chose. Quoique non, comme c'est la fête nationale, ben, il faut gâter ces bons gens qui ont pris la peine de venir, tu comprends? Bah oui. Donc, elle décide de se déshabiller elle-même, voilà. Elle enlève ses trucs, elle montre ses sous-vêtements avec les couleurs de l'Amérique. Voilà. Super, hein. Mais c'est quoi cette stipulation de merde même? Non, mais attends, non, non, là c'est quand Non, même mais terrible. Les nanas, elles s'amusent à se déshabiller tous les jours et elles sont là, elles font un match. Genre, se déshabiller, c'est censé être une humiliation, mais alors qu'elles ont l'habitude de le faire. Ça, je ne comprends pas le principe. C'est quoi mhm. déjà cette obsession de vouloir déshabiller l'autre déjà? Même qui fait mon parlons, je ne comprends pas le principe en fait. Bah, parce que si on voit ton slip, c'est la honte, non? Même si tu as l'habitude de montrer ton slip tous les jours. Les nanas, elles montent leur cul chaque semaine, mais bon, visiblement, ça doit être gênant pour elles. Bon, ce match n'a aucun sens. Et je pense que c'est la première et la dernière fois que je vais m'attarder là-dessus sur cette série. Parce que là, on a perdu trop de temps. Ouais, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, après la chiasse mûre qui est passée, on a droit à une interview de l'Undertaker et on lui demande ses impressions sur le fait qu'il ait enfin son match contre The Rock à Vengeance. Sauf que Vince lui a dit que ça peut être pour le titre ou non. Donc,
qu'est-ce que l'Undertaker en pense? Ben, l'Undertaker, bien sûr, il est dégoûté, mais au moins The Rock sera de retour la semaine prochaine et il pourra enfin mettre la main sur lui. Et pour revenir à son match, Kurt Angle se proclame, il dit que Kurt Angle se proclame héros américain et qui mérite d'être champion, sauf que ben, c'est un peu prétentieux de sa part, parce qu'il faudrait aussi avoir l'avis du WWE Universe. Qu'est-ce qui mérite le plus? Un soi-disant héros américain ou un American Badass? Pépé Foot, tu as 2 heures. C'est difficile c'est un exposé. Waouh. Euh, on va laisser le match décider. Voilà, c'est ça. Allez, du coup, on arrive au main event, du coup, avec l'Undertaker contre Kurt Angle. Et franchement, c'était un super match, hein. Un Encore. match. Ouais. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le genre de match que tu peux mettre à un main event de pay-per-view. Et Ouais. j'ai vu ça a duré 12 minutes. Étonnamment. Seulement. Je pensais que c'était plus long, en fait. Et waouh, Bah ouais, mais comme une fois quoi. de plus, il y a encore tellement d'actions dans le match. Il y a des enchaînements de contre, de prise, de Kurt Angle. À un moment, il enchaîne avec l'Angle Slam. Après, l'Undertaker se dégage, il enchaîne avec le Uncle Lock. L'Undertaker arrive à se dégager, il va enchaîner avec le Last Ride, mais Kurt Angle le contre. Enfin, ça s'enchaîne. Ah oui, le match était tellement chaud que l'Undertaker, on a même perdu son bandeau, quoi. Ouais. Non, mais en tout cas, c'était de bons enchaînements, bien techniques, bien brutales. De toute manière, c'est clairement, ça sera pratiquement le titre de cet épisode, hein, j'ai envie de dire. Mais vraiment, ce fait un match bien brutal comme il faut. Vraiment, en fait, il y a même pas un qui avait vraiment l'ascendant sur l'autre. Chacun avait vraiment ses phases. La puissance d'Undertaker contre la technique et l'agressivité de Kurt Angle, j'ai vraiment adoré. Ouais, le match était super. Il était Surtout, super. surtout la fin du match qui m'a éteint, mais pour des bonnes raisons. L'Undertaker voulait faire un last ride, mais Kurt Angle qui contre avec un gogo platard, ensuite un triangle choke. L'Undertaker voulait le balancer en haut pour powerbomb, mais Kurt Angle maintient la pression. Kurt Angle qui avait déjà il avait déjà retiré ses bretelles en mode beast mode, quoi. Et là, on a l'arbitre qui fait le tombé. Un, deux, au moment de faire le tombé de 3, l'Undertaker tap out. Fin du match. Ah oui, Fin du, là, fin du match un peu bizarre parce que derrière, bah, on sait pas trop ce qui se passe. ouais, moi-même, j'étais pareil, j'étais en mode que, waouh, vraiment, j'imaginais pas, je m'attendais à une fin controversée, mais pas à une fin controversée comme ça, quoi. En plus, tu as les arbitres qui s'amènent, il y a Kurt Angle qui lève les bras au mode que, ouais, j'ai gagné! Et l'Undertaker, bon, il est tranquille, il lève la ceinture en mode que c'est moi qui ai gagné. L'arbitre lève la main à tout le monde. L'arbitre qui était là dans le match, qui était dans le match, il doit délibérer. Il récupère la ceinture et il fait signe à l'annonceur que, au final, l'Undertaker et Kurt Angle, le résultat, c'est un draw. Du Wow. coup, l'Undertaker reste Champion. champion. Voilà. Ben, du coup, Kurt Angle n'est pas content. Il fait un que local Undertaker, il s'attaque à lui. Il refuse de lâcher la prise avant d'être séparé par les arbitres pour finir ce show. Et du coup, avant de faire la conclusion pour toi, qui doit avoir gagné là? Moi, je pense que l'Undertaker a gagné parce que bon, le compte de 3 s'était fait un peu en même temps qu'il a t'apporte quoi. Genre, c'était pile au moment. Donc, je me dis que bon, on peut donner la victoire à l'Undertaker à ce moment-là. Bah, je pense que oui, au final, parce que oui, ça se fait. Bah, en vrai, il y a draw, non? En vrai. Parce qu'au final, il tape vraiment au moment où il y a le compte de 3. Donc, non, c'est l'Undertaker au final, parce que quand il tape pour la première fois, il y a le 3. Voilà, c'est ça. Mais il faut taper plusieurs fois pour abandonner. Voilà, Donc, c'est tout à fait ça. au deuxième tapotage, il y avait déjà eu le compte de 3. Hmm. Donc, oui, non, tu as raison, c'est l'Undertaker. Ouais. Ouais, Ben, ouais. ouais, du coup, ça a conclu un SmackDown qui était là.
Je vais dire qui était là. Parce que franchement, du début du show, euh, quoique non, c'était plutôt sympa hein, ce SmackDown, c'était Oui, sympa. ça allait Bon, quand même, hein. Ouais. Raw, c'est toujours mieux, mais SmackDown, voilà, c'était plutôt sympa. Voilà, on passe quand même un bon moment à regarder. Bon, même il y a le truc des divas, mais bon, on va passer, hein. Mais Ouais. sinon, ouais, j'ai bien aimé ce SmackDown globalement. Là, Ouais, j'allais non, être dur, mais non, je vais pas laisser le segment des divas non plus gâcher le truc, gâcher le oui. plaisir. Voilà. Oui, bon, moi, il y a le segment des divas, il y a le segment des beaufs qui m'ont un peu saoulé, mais sinon, le reste, c'était plutôt pas mal. Le match de Cena était bien. Les segments aussi en backstage étaient plutôt sympas. Le match de Edge et Hogan aussi, et puis le main event aussi. Donc, en fait, globalement, c'est plutôt un bon show, hein. Ouais. Ah, vraiment, on s'amuse bien en ce début de grossesse agression, mine de rien. Franchement, ouais. Franchement, c'est une période qui était plus intéressante que ce que je pensais. Ouais. Quand je dis souvent que la grossesse agression, c'est la meilleure ère du catch, ben là, on va la voir devant les yeux, hein, et de ce qu'on voit pour le moment, ben, ça me donne un peu raison, quoi. Ouais, non, pour l'instant, c'est du lourd, hein. C'est du Ouais. lourd. Il y a des jeunes qui ont faim. Les shows, ils sont dynamiques, ils sont intenses. Il y a des catcheurs charismatiques. Il y a des bons matchs. Donc, franchement, pour l'instant, on s'amuse bien. Ouais. Du coup, ben, c'est là qu'on va s'arrêter, cher Kachou Kachix. Et le prochain rendez-vous, ça sera SummerSlam, justement, donc pour le mois d'août. Du coup, les autres shows, on n'en parlera pas. Et de toute manière, si besoin, on amènera du contexte à certains matchs. Du coup, PP Foot, merci une fois de plus. Hein. Merci à toi de m'accueillir encore une fois sur ta chaîne. Alors, ça, je commence à être un habitué maintenant, mais c'est toujours un plaisir, évidemment, de revenir sur ces périodes que on a peu connues parce qu'on était trop jeunes, mais qu'on redécouvre. Et c'est vraiment plaisant. Voilà, c'est ça. Du coup, ben, chers auditeurs, comme d'habitude, hein, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des actualités de la chaîne. Et on se retrouve justement pour le mois d'août. À bon attendeur, salut!